Bonjour et bienvenue sur le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Et ce podcast est présenté par Ali Kahashi, un directeur créatif à Nyiragongo Ngoma Production. Quand on parle de la croissance économique, on voit tout ce qu'il y a autour. Et cette période, c'est la période électorale en République démocratique du Congo. D'où nous avons consacré le NNP Podcast à comprendre les enjeux électoraux. Dans cette édition du NNP Podcast spécial élection, nous allons parler de la technologie au service de la démocratie en République démocratique du Congo avec des experts en matière où nous recevons aujourd'hui Arsène Tungali qui aura le temps de se présenter et de parler de lui-même sans que je ne le présente. Et nous aurons également Doufina Jonathan qui va aussi parler de qui il est et on va devoir discuter de comment la technologie sert la démocratie actuellement en République démocratique du Congo. Vous cherchez une dose d'informations sur les enjeux électoraux en RDC? Mais cherchez plus loin, car quelque chose se prépare chez Nyiragongo Ngoma Production. Vous croyez à l'impact des élections sur notre cher pays? Nous aussi. C'est pourquoi nous lançons les NNP Podcast spécial élection. Une plongée captivante dans le monde des élections en RDC. Attendez-vous à des discussions explosives avec des experts, des histoires intrigantes et des infos que vous n'attendrez nulle part ailleurs. Nous voulons armer notre communauté avec la connaissance nécessaire pour décoder les enjeux électoraux. Marquez vos calendriers. Rejoignez-nous chaque semaine en décembre pour un rendez-vous avec la démocratie. Abonnez-vous dès maintenant à NNP Podcast sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer. Parce que comprendre les élections peut aussi être amusant, restez à l'écoute, restez engagés et préparez-vous à être éclairés. C'est les NNP Podcast spécial élection où la politique devient passionnante. Karibu Arsène. Merci beaucoup Ali et bonjour Jonathan. Merci à toute l'équipe NNP d'avoir porté son choix sur ma personne afin de faire partie de cette émission. Merci beaucoup Arsène. Karibu Jonathan. Merci beaucoup. Bonjour Arsène, bonjour Jerry. Bonjour. Je suis vraiment content de me retrouver en face de Monsieur Arsène. Je crois qu'on s'est plusieurs fois rencontrés et se mettre avec lui pour discuter de la thématique pour laquelle on s'est rencontrés pour la première fois. Je crois que c'est quelque chose de bien et ça fait vraiment plaisir. Et moi, ça me fait plaisir d'avoir encore une fois cette conversation avec tout le monde dans le NNP Podcast spécial élection. Arsène, bien sûr, bamingi wanakuyua, wengine hawakuyue. Quelle est cette présentation qui te définit le mieux? Alors, j'ai toujours eu du mal c'est vrai, à savoir comment me présenter parce que depuis plusieurs années, je porte plusieurs casquettes. Mais tout cela, je crois, ça tourne autour d'un jeune de 33 ans, passionné par la jeunesse, passionné par le développement, passionné du Congo, de la RDC. Beaucoup m'appellent entrepreneur et moi j'aime ajouter entrepreneur social parce que j'ai évolué dans le domaine des ONG, des organisations de la société civile, mais je me suis retrouvé également dans le secteur privé, mais également du secteur de la consultance, dans le domaine principalement du numérique ou bien des technologies du numérique. Certains m'ont appelé coach parce qu'ils pensent que j'ai quelque chose à pouvoir partager aux entrepreneurs, même dans le domaine du numérique. D'autres, ils pensent que je suis un modèle parce qu'ils sont convaincus qu'avec mon parcours, j'ai inspiré et ils pensent que j'ai quelque chose à pouvoir offrir. Je suis chrétien, époux et père de 3 jolis garçons. Mais à la fin, je suis un jeune de Goma, passionné par la ville de Goma, passionné du Congo. Je me rappelle que depuis qu'on s'est connus, Arsène,
à l'époque. Tu as été quelqu'un qui est toujours au service des autres. Chercher comment amener cette jeunesse à devenir quelque chose dans l'avenir. Et... Je sais, Jerry, je crois que ça devrait même être ça l'essence, ou bien le rôle, oui. Ou bien le devoir, ou peut-être la responsabilité de chacun d'entre nous. On est jeunes, on s'est connus, je me rappelle, c'était dans les 2011-2012, oui. Je peux me rappeler, avec Mutahani. Avec Mutahani Project. On était là-bas, c'était une opportunité. J'ai travaillé dans le digital déjà, parce que j'étais... je crois que je m'occupais du côté digital. Oui, tu étais le community manager, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Je gérais, je produisais des articles pour le site web de Mutahani. Et l'objectif à ce moment-là, il s'agissait de produire du contenu positif sur la ville de Goma. Des histoires inspirantes, rencontrer des entrepreneurs, rencontrer des petits commerçants au coin de la rue, afin de pouvoir ressortir ce qu'il y a de meilleur en eux. Et moi, je crois que c'est le même sentiment qui m'anime jusqu'aujourd'hui, à essayer de rencontrer des gens, leur parler et sortir leur histoire afin que celle-ci soit connue. Parce que Jerry, tu es d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de belles histoires dans cette ville ici. Énorme. Beaucoup de belles initiatives dans cette ville ici. Et c'est ça qui m'a même amené en 2013 à créer Mabingwa Forum. Parce que l'objectif, c'était... Mabingwa, c'est champion en Swahili. J'avais rencontré des personnes excellentes et extraordinaires, mais qui, chacun évoluait dans son coin. Alors, je me suis dit, je crois qu'on parle de Goma beaucoup plus dans le négatif. Alors qu'il y a des personnes qui font un travail excellent, mais chacun dans son coin, il n'y a aucune personne qui les réunit pour en faire un réseau. Exact. Parce que je crois en la force d'un réseau. Lorsque les gens se réunissent, lorsque les gens se connaissent, chacun sait dans quoi l'autre est. Je crois qu'en mutualisant les efforts, on est capable de pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus grand. Exact. C'est ça, Mabingwa, et c'est ça. Rudi International est venu aussi en 2012. Il y a Smart Services et SARL qui est venu en 2016. Et ça, c'était mes initiatives. Mais il y a plusieurs autres initiatives dans lesquelles j'étais impliqué ou même dans lesquelles j'étais employé. Et voilà quoi. Voilà. Exactement. Je crois qu'on va revenir sur cette discussion en matière de la technologie. Mais Jonathan, qu'est-ce qu'on peut aussi savoir sur toi pour les personnes qui attendent parler? Je sais que tu fais beaucoup plus de bruit sur les réseaux sociaux. Jonathan Doufida. Et c'est là que je me rappelle que j'ai eu à rencontrer Jonathan sur LinkedIn. En tout cas, c'est là que j'ai eu connaissance de qui il était. On a juste échangé. Je lui ai demandé est-ce que tu pouvais venir... qu'on discute et qu'on voit comment on peut travailler ensemble. Oui. Peut-être avant même que Jonathan ne puisse parler, Jerry, je l'ai rencontré sur les réseaux également. Oui. Et c'était encore une fois dans cette quête, c'est presque la même chose que toi, où je cherchais quelqu'un. J'avais besoin d'un talent, j'avais besoin de quelqu'un qui connaissait faire quelque chose. Et c'est là que je suis tombé sur Jonathan. Et donc, peut-être dans la même façon, en utilisant les technologies, on a pu se rencontrer. Et voilà qu'on est ensemble devant le micro aujourd'hui. Devant le micro, avec deux personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Mais je suis Jonathan Doufina. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que je suis marketeur. Mais avant de me lancer dans cette carrière de marketeur, j'ai travaillé d'abord en tant qu'IT assistant. Et c'est une période de ma vie où j'ai appris énormément de choses. Je me rappelle même, avant de commencer par là, j'étais tenancier avec mes frères d'une salle de jeu. Je suis vraiment passionné par les jeux vidéo. Et notre première boîte qu'on a créée, qui s'appelle Binary Technology, c'était juste parce qu'on se disait, bon, toi, tu as des compétences dans le numérique, toi, tu sais faire ça, et moi, ma passion à moi, c'est l'enseignement. Je sais que plusieurs personnes se disent, comment tu peux avoir une passion comme celle-là? Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était plutôt quelque chose qui devrait contribuer à développer ma communauté avant tout. C'est pour ça qu'en créant BinTech, je me suis réservé à moi-même le département qui est beaucoup plus axé sur l'éducation au métier du numérique. Je suis natif de Goma. Je suis jeune, j'ai 25 ans,
Mais demain, j'aurai 26 ans. Demain? Joyeux anniversaire. En avance, en tout cas. Merci. Et par rapport à ça, j'ai eu à rencontrer plusieurs personnes. Je vous ai rencontré, vous, sur les réseaux sociaux. Je ne vis que de ça, au fait. Je crée des campagnes publicitaires, des stratégies marketing, je crée du contenu. Et c'est grâce à ça que je vis. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette présentation. Vous écoutez le NNP Podcast. Je vais revenir sur cette question de la technologie avec Arsène. Quel aperçu vous avez de l'état de la technologie numérique en RDC? Jerry, je crois que j'ai un sentiment plutôt positif par rapport à ça. Et c'est là quand je compare avec les 5 ou 6 dernières années. Et je suis optimiste également. On a un très long chemin qu'on a parcouru, mais il nous reste un très long chemin. Parce que quand je vois le taux d'accès, n'est-ce pas? Parce que c'est là qu'on devrait commencer, le taux d'accès à Internet dans notre pays. Les chiffres ou les statistiques que j'ai actuellement, c'est par rapport au taux d'accès à Internet via le téléphone mobile. On est au taux de 28%. Au taux de 28% des Congolais ont accès à Internet utilisant leur téléphone mobile. Si je dois voir le taux de pénétration de la téléphonie mobile elle-même dans notre pays, on est à un peu plus au-dessus de 50%, 53-54% de la population congolaise qui a accès à un téléphone mobile. Alors, on a avancé en termes d'accès au téléphone ou à la téléphonie, mais on est encore en retard un tout petit peu par rapport à l'accès à Internet. Je vais considérer juste les chiffres qui sont publiés par le régulateur des télécoms de la RDC, qui s'appelle la RPTC, l'Autorité de régulation des postes et télécommunications. Et c'est ça, les statistiques qu'ils ont publiées dans leur récent rapport. Et c'est des données qui leur sont fournies par les télécoms. Alors, mais j'ai toujours eu l'impression que ces chiffres-là ne reflètent pas la vraie réalité sur terrain. Parce que je suis d'accord qu'on a un long chemin à faire, mais je crois qu'on est quand même au-delà de 30%, peut-être. Juste quand je vois les interactions qu'on a sur les réseaux sociaux, juste quand je vois le contenu qui est publié, juste quand je vois le nombre de personnes qui sont connectées à Internet, je crois que la RPTC devrait faire un travail de fond, peut-être pour vérifier, et travailler avec ses partenaires qui sont les télécoms pour recueillir les vrais chiffres. Les vrais chiffres. Alors, en termes d'état, voilà, j'ai donné quelques chiffres, mais je crois qu'on se comporte plutôt bien sur la scène technologique ou bien le secteur du numérique dans notre pays. D'un côté, le rôle du gouvernement, s'il faut parler de ça, le rôle du gouvernement dans cet écosystème ici, c'est de mettre en place les moyens de connectivité. Parce que pour accéder à Internet, Jerry, ça coûte cher de déployer l'infrastructure. Parce qu'il faut une grande infrastructure. Avec un pays de la taille continentale, la RDC, c'est un très grand travail. Et c'est là, n'est-ce pas, qu'il faut féliciter le gouvernement avec les opérateurs économiques qui essaient de travailler dans ce secteur. Dans aucun pays dans le monde, le gouvernement seul a réussi à désenclaver les territoires nationaux. Il a toujours besoin de travailler avec des partenaires privés qui viennent investir des moyens suffisants et vraiment grands afin de pouvoir déployer la connectivité dans ces régions qui ne sont pas encore couvertes. Et donc, en RDC, il y a les villes, les cités qui sont les plus desservies. Parce que quand on parle d'Internet, on voit également la communication téléphonique, notamment. Parce que les plus gros fournisseurs de connexion Internet, ce sont les télécoms elles-mêmes qui distribuent également la possibilité de faire des appels téléphoniques. Alors, les télécoms se concentrent dans les villes, dans les cités, parce que ce sont des opérateurs économiques et c'est là qu'il y a du chiffre. Et donc, ils se concentrent dans les centres urbains, parce que c'est là, effectivement, qu'ils vont avoir des personnes qui ont la bourse pour acheter leurs services. Et le défi se situe au niveau où les régions reculées, les villages, les contrées les plus reculées en dehors des villes, ces personnes là-bas ne sont pas connectées ou n'ont même pas la possibilité. Jerry, tu as sûrement voyagé dans ce pays et tu as rencontré des endroits où tu n'as pas le signal téléphonique. Ils sont encore très nombreux. Ils sont encore vraiment nombreux, ces territoires où on a encore la difficulté de faire un appel téléphonique. Et donc, par ricochet, il sera difficile également
qu'il y ait Internet dans ces endroits-là. Et donc, de manière générale ou de manière sommaire, l'état de la technologie numérique dans notre pays, c'est que la connectivité ou bien l'infrastructure pose encore problème. Mais déjà, avec l'infrastructure existante, la fibre optique, les VSAT qui permettent aux gens de pouvoir se connecter, il y a maintenant les usages. Les usages, c'est là qu'on parle de la couche supplémentaire parce qu'il y a la première couche qui est l'infrastructure, mais après, il y a maintenant les usages. Les gens utilisent la technologie numérique dans notre pays et plusieurs applications, plusieurs possibilités, plusieurs façons. Chacun le fait selon son intérêt et selon la possibilité qu'il a, selon la quantité de connexions ou la quantité de bandes passantes à laquelle tu as accès. Ça te permet d'avoir accès à certains produits, à certains services. Mais si tu as juste le minimum, ça te permet d'avoir accès à un service minimum. Mais dès que tu as la possibilité d'accéder à une bande passante beaucoup plus grande, ça te permet aussi d'avoir accès à un autre service beaucoup plus supérieur. Avec tout cela, quels sont les défis et les opportunités que cette pénétration représente pour la démocratie en RDC? Tu vois, parce que je me dis, j'étais dans un débat et c'est un débat qui est vraiment dans le monde. Comme tu sais, j'ai la chance d'être sur les coins du monde très régulièrement. L'un des débats que nous avons dans la sphère de la gouvernance de l'Internet, c'est l'accès à Internet, est-ce un droit de l'homme? Je voudrais commencer par là, parce que quand on parle de la démocratie, ce sont les libertés. Je considère ça vraiment comme les libertés ou la possibilité qu'ont les citoyens à pouvoir jouir de certains de leurs droits. Exact. Et l'accès à Internet, un droit, mais peut-être pas encore un droit au même niveau qu'un droit fondamental. On peut savoir les droits qu'on considère comme les droits fondamentaux. C'est notamment le droit à la vie, le droit à la nourriture, le droit à la scolarité, ainsi de suite, le droit à la vie, le droit à la santé et tout. Mais l'accès à Internet, beaucoup de gens pensent qu'il devrait être considéré comme un droit fondamental. Pourquoi? Parce que c'est un droit qui nous permet de jouir ou d'accéder à plusieurs autres droits. Tu vois, les droits, par exemple, qui sont consacrés par la Charte des Nations Unies aux droits de l'homme, le droit à la liberté d'expression, la liberté d'information, la liberté d'association. Si on doit se limiter juste à ces trois, l'accès à Internet nous facilite l'accès à ces droits. Et lorsque nous parlons de la démocratie, lorsque les gens ont accès à l'information, lorsque les gens ont accès ou jouissent de leur liberté d'expression, et donc ce sont des éléments qui favorisent ou qui facilitent la démocratie dans un pays. Et dans notre pays, avec le taux de gens qui ont accès à Internet, on peut se dire que, et lorsque le gouvernement passe, c'est là encore le rôle du gouvernement de pouvoir garantir un État démocratique, un État où chacun est libre de pouvoir utiliser les technologies. Donc, l'Internet est utilisé actuellement pour faciliter la liberté d'expression, la liberté d'accès à l'information, mais également la liberté d'association, qui sont des vecteurs de démocratie. Waouh! Je crois qu'il y a de la matière. Et ça se sent que tu as de la matière. C'est un secteur dans lequel j'ai des spécialités. Oui. Et donc, on peut en parler à longueur de journée. Vraiment. Tu as donné ces statistiques et quand on regarde la tendance actuellement et la fréquence d'utilisation des réseaux sociaux, je crois que ça s'explique. Et je me demande si cette pénétration était estimée à des chiffres beaucoup plus grands. Je crois que les réseaux sociaux au Congo seraient en ébullition complète. Dans un workshop que j'ai eu avec Meta récemment ici à Goma, c'est près de la moitié de la population mondiale qui utilise les produits de la plateforme de la famille Meta. Et donc, on peut considérer qu'en RDC, parmi les plateformes les plus utilisées, vous serez peut-être d'accord avec moi, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a Instagram. On va ajouter, c'est vrai, TikTok, qui est d'une autre famille. On va ajouter peut-être les autres produits de la famille Google, où il y a YouTube, et ainsi de suite. On va peut-être voir, il y a plusieurs plateformes qui sont utilisées. Mais l'utilisation la plus intense dans le pays actuellement, presque tout le monde a WhatsApp. Tout le monde, quand il achète un téléphone, c'est pour accéder à WhatsApp. Même nos mamans dans le fin fond, les mamans qui ne sont pas, on va les appeler pas professionnelles, n'est-ce pas?
utilisent WhatsApp pour leur permettre de communiquer. Et donc, je n'ai pas les chiffres actuellement, mais je peux dire que la majorité de la population congolaise utilise essentiellement WhatsApp. Jonathan, je suis juste curieux de savoir, bon, bien sûr, toi, tu es trop sur les réseaux sociaux, tu analyses tout ce qui se passe et tout ça. C'est quoi la tendance actuellement dans cette période électorale? Alors, si je dois d'abord commencer par rebondir sur l'intervention de Arsène et donner un peu plus de chiffres, avec une population de plus de 102 millions d'habitants en RDC et 28% d'accès à Internet et à toute la panoplie des plateformes. J'ai fait quelques recherches hier et je me suis dit que ça serait plutôt intéressant de partager. Et sur ça, comme vous l'avez très bien dit, il y a la plateforme Facebook qui vient et à plus de 66%. Donc, si on devrait prendre les 28 ou 30 millions de personnes qui sont connectées presque à chaque fois en RDC, il y a au moins 66,33% de ces personnes-là qui sont simplement des utilisateurs Facebook. Et en deuxième lieu, il y a Twitter, où je crois que tous les Congolais se disent que les très bonnes informations viennent de là. Et c'est pour ça que ça vient en deuxième position, où on a 28%. Et après, il y a Pinterest pour les gens qui sont beaucoup plus dans le monde créatif. Il y a Instagram, YouTube et LinkedIn que la plupart des Congolais n'utilisent pas. Mais si on devrait revenir à la question sur comment les gens utilisent les réseaux sociaux pour arriver à gagner leur public et tout, je tiens d'abord à encourager certains parmi eux. Je crois que j'en ai même parlé au début, avant même que les processus de propagande ne commencent. Je n'ai vu qu'un seul jeune de ma ville qui, avant les autres, a commencé déjà à utiliser les réseaux sociaux pour parler de ses œuvres, pour parler de ce qu'il fait, mais aussi pour montrer aux gens ce qu'il serait en mesure de faire. Et je me réserve de citer le nom, mais je crois quand même qu'à mon niveau, j'arrive à comprendre que certains, parmi ceux-là qui se sont lancés dans ces processus électoraux, certains parmi eux sont informés. Et pas seulement informés sur le fait que Internet offre plusieurs opportunités, mais aussi certains se sont inspirés de ce qui se passe ailleurs. Si on devrait voir comment les gens communiquent et tout le reste, moi j'ai quelqu'un qui m'impressionne sur sa manière de communiquer, c'est Donald Trump. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout le reste, je crois que vous devrez apprendre à communiquer selon ce que vous pensez que vous pouvez apporter comme un plus. Parce que le côté création de contenu aussi, il y a plusieurs personnes qui sont perdues sur les comment est-ce qu'ils devraient présenter leur projet, par exemple. Il y a des gens qui vont sur les réseaux sociaux, surtout parmi ceux-là qui ont postulé, sans pour autant savoir. J'ai participé à une réunion avec quelqu'un où on a engagé quelqu'un pour s'occuper des réseaux sociaux et j'étais curieux de savoir ce qui se passait, mais je me suis rendu compte que la personne utilisait juste un compte où ce ne sont que les amis de la personne qui pouvaient peut-être voir les contenus qui sont publiés. Je crois que les gens n'ont pas été suffisamment informés sur les opportunités qu'offre le digital pour arriver à maximiser tout cela. Arsène, quels sont les potentiels et les risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux durant cette période électorale? Parce que je crois que c'est la forme de technologie la plus utilisée dans cette période. Oui. Je ne sais pas si vous avez d'autres formes de technologie développées pour faciliter les élections, informer sur les élections. Alors, Jonathan l'a dit, les plus informés de tous les candidats, de tous ceux qui sont acteurs dans le processus électoral ici, ils ont compris qu'il y a une grande partie de la population congolaise sur les réseaux sociaux. Avec les chiffres que nous avons et les 66,33%, les chiffres que Jonathan nous a offerts, on peut se dire que les réseaux sociaux sont une mine d'or pour faciliter la campagne électorale dans ce processus électoral ici. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais, malheureusement.
Je me rappelle à l'époque quand j'étais en train de sensibiliser parce que j'étais impliqué dans la formation par rapport à l'utilisation des réseaux, des technologies numériques, on va le dire comme ça, même dans les ménages, même dans les écoles, dans les églises et dans la communauté de manière générale. Et beaucoup de gens, à une époque, se disaient que les réseaux sociaux notamment, c'est pas quelque chose de bon, qu'il fallait vraiment pas utiliser. Et ils avaient raison à l'époque parce que et peut-être certains même ont raison de pouvoir quitter les réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'ils pensent que c'est devenu un endroit hostile. Ce n'est plus un endroit safe. Ce n'est plus un endroit où ils se sentent en sécurité. Et tout cela, ça va encore s'amplifier malheureusement. Parce que lorsqu'on a beaucoup de gens qui utilisent les réseaux sociaux, chacun y va pour un objectif spécifique. Les technologies numériques, chacun y accède avec un objectif particulier. Et c'est là que je voulais dire aux auditeurs ou ceux qui nous écoutent maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas faire sur Internet? Si tu n'y vas pas avec un objectif, c'est que tu es en train de perdre ton temps. Tu ne devrais pas aller sur les réseaux ou utiliser Internet juste pour utiliser. Déjà que ça te coûte de l'argent, mais pourquoi est-ce que tu devrais investir de l'argent dans quelque chose dans laquelle tu t'investis sans objectif? Alors, il y en a ceux qui ont des objectifs qu'on va appeler des objectifs malsains. Ça peut leur rapporter de l'argent, c'est la catégorie des hackers, la catégorie des pirates, ou bien, d'un autre côté, la catégorie de ceux-là qui utilisent les réseaux sociaux pour véhiculer des messages de haine, des messages de discrimination, des messages de promotion de certaines tendances discriminatoires ou même de l'extrémisme. Ça, je les mets tous dans la même catégorie. Les hackers, les pirates et tous ceux-là qui véhiculent des messages qui ne contribuent pas à la création de l'harmonie dans la société. Mais il y a de l'autre côté des gens plus responsables, des gens qui vont utiliser les technologies numériques pour s'informer, pour informer et pour se divertir. Parce que ça aussi, c'est un usage que nous pouvons faire. Se former, il s'agit de ceux-là qui vont pour étudier, pour apprendre de nouvelles notions. J'aime quand je rencontre des jeunes qui sont en train de se rechercher et qui ont tous les tutoriels sur Internet. Désormais, tu n'as même plus besoin d'appeler Jerry, comment est-ce que je vais utiliser ce logiciel ici? Tu n'as même plus besoin d'être formé directement. Tu as la possibilité d'aller sur YouTube, même sur Instagram, même sur TikTok, et d'avoir des tutoriels qui te permettent d'apprendre comment manier un outil quelconque. Ça, c'est des gens qui y vont pour se former. Il y en a d'autres qui vont pour s'informer. Il y a plusieurs catégories d'informations que tu vas trouver sur Internet. Et c'est là, encore une fois, qu'il faut avoir le sens de la jugeote. Tu vois, le sens de savoir quelles sont les sources que je devrais utiliser et où je peux avoir accès à la bonne information. Parce que là où tu vas chercher la bonne information ou là où tu vas chercher l'information, tu vas retrouver la mauvaise information également. C'est là qu'on parle de la désinformation, c'est là qu'on parle de fake news, c'est là qu'on parle de toutes ces tendances-là. Parce que tout le monde est à l'affût des vues. Tout le monde est à l'affût des likes. Tout le monde est à l'affût des retweets. Tout le monde est à l'affût des j'aime, des partages, et ainsi de suite. Et donc, des deux catégories, chacun va y mettre le contenu qui lui permettra d'atteindre ses objectifs. Beaucoup se font de l'argent, beaucoup perdent de l'argent. Alors, si nous parlons du système ou d'un environnement démocratique, c'est là que nous tous, nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes devoirs, les mêmes obligations. Mais si nous voulons promouvoir la démocratie, si nous voulons promouvoir un Internet qui est sûr, un Internet qui est safe, un Internet qui n'est pas hostile aux autres, aux uns aux autres, on devrait juste adopter un comportement responsable. C'est lui qui nous permet d'utiliser Internet pour de bonnes raisons, d'utiliser ou de passer notre temps sur Internet à promouvoir de bonnes valeurs de cohabitation. Et surtout en cette période électorale, Jerry, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a certains candidats qui ont des armées, on les appelle des armées numériques, des gens qui sont... Armées numériques. Des armées numériques. C'est des gens qui ont créé des comptes juste pour la manipulation des opinions. Des faux comptes. Des faux comptes, on va les appeler des faux comptes, parce que c'est des noms qui ne sont pas réels. Il y a des individus réels derrière ces noms-là ou ces comptes-là, mais c'est des comptes en fait qui ne sont pas vrais, parce que c'est des noms qui ne sont pas authentiques. Des candidats qui se sont investis dans ça juste pour manipuler l'opinion, pour faire véhiculer certains messages spécifiques par rapport à eux. Mais s'ils le faisaient juste pour faire leur propre promotion, ce serait bien.
Mais les mêmes armées sont utilisées pour diffamer. Détruire les autres. Pour détruire les autres candidats. Et c'est ça qui n'est pas bien. Si nous voulons avoir un processus électoral apaisé, un processus électoral qui est juste et qui est inclusif, nous devons nous rassurer que chaque candidat s'investisse à faire la promotion de ses idées, à faire la promotion de ses valeurs, plutôt que d'y aller pour détruire les autres. Et c'est des cabinets qui sont créés, des gens qui passent leur nuit en train de concevoir des messages, en train de concevoir des outils visuels, juste dans le sens de discréditer les autres candidats. Et ça, ce n'est pas une bonne façon d'utiliser les technologies. Et surtout, je crois que la technologie continue à évoluer avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tu peux manipuler les images, tu peux créer des textes qui semblent être tellement authentiques, qui peuvent prendre les styles d'écriture de quelqu'un. Oui. Donc, tu vois que... Même la voix aussi. Même la voix. Même la voix. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur... Parce qu'après, je crois qu'il y a... C'est comme si on vit des sauts de développement au Congo. Pendant qu'on n'est pas encore prêt avec ça, il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute. Comment on se comporte? Et ce n'est pas seulement au Congo. Oui. Tu sais, la technologie évolue à une très grande vitesse. Autant, parce que tu sais, c'est une économie. Beaucoup de gens ont découvert que l'Internet, c'est une mine d'or, que les technologies numériques constituent une mine d'or. Et donc, ils s'investissent à la création des solutions qui leur permettent d'avoir accès à de l'argent. Et donc, aussi longtemps qu'il y a un accès qui est en train de s'augmenter, autant les gens sont en train de réfléchir sur qu'est-ce que nous allons faire pour donner de la matière aux nouveaux utilisateurs. C'est pour ça que NNP est en train de faire ce podcast ici. Exactement. Afin d'ajouter de la matière sur Internet, afin de permettre à ceux-là qui veulent s'informer, ceux-là qui veulent se former à avoir accès à un tel contenu. Ils sont nombreux, chacun dans son coin, en train de créer du contenu pour to feed, ou bien pour nourrir, n'est-ce pas, pour nourrir l'écosystème. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a cette prolifération ou bien cet accroissement du négatif sur les réseaux? Je suis un activiste qui promeut l'accès. Un accès non restreint. Un accès ouvert, un accès libre. Parce que si on veut promouvoir la démocratie, il ne devrait pas y avoir de barrières. C'est pour cela que ceux qui me suivent depuis la dizaine d'années, la décennie passée, ils savent que je me suis toujours mis debout pour dénoncer les pratiques des gouvernants qui vont dans le sens de priver les droits aux utilisateurs. Ils savent que les questions des coupures d'Internet ont été un des sujets sur lesquels je me suis vraiment battu avec les administrations précédentes dans notre pays. Parce que je me dis... Imaginons un scénario. En 2018, après les élections, Internet est coupé pendant 21 jours. Pas imaginons, mais rappelons-nous, parce que c'est un fait. Oui. Pendant 21 jours à peu près, toute la population congolaise, sauf les quelques personnes qui savent comment contourner la censure, tout le monde est déconnecté. Si tu vois la carte de la RDC, il y a ces logiciels qui te permettent de voir lorsque les régions qui sont connectées. Si tu pouvais voir la carte de la RDC, tu pouvais voir qu'il y avait du noir. À part quelques petits coins où il y avait ces personnes qui savaient comment contourner la censure. Et donc, imaginez les pertes. Imaginez les pertes d'argent, les pertes d'opportunités. Parce que quand on dit qu'Internet nous sert à nous former, à nous informer et à nous divertir, si on garde juste les trois objectifs, combien de pertes nous avons connues? Et c'est ça qui me ramène à réfléchir sur le rôle du gouvernement dans la régulation. J'aime pas trop parler de ces questions ici, surtout en Afrique. Jerry, on est d'accord que lorsque tu donnes une possibilité aux gouvernants africains, ils ont tendance, c'est comme Gisi Banasema comme Kiswahili, son asalimi à Mutu, anakamata mukono yote. Donc tu lui donnes juste le bras ou l'avant-bras. Il a tendance à prendre tout le bras. Et c'est malheureusement ça qui se passe avec nos gouvernants. Tu leur donnes la possibilité, ou tu exploites même cette possibilité pour eux de réguler le secteur. Ils vont tout prendre. Ils vont c'est des censures et censures. C'est des censures sur censure.
C'est pour ça que moi, au lieu de parler de ce que le gouvernement devrait faire, parce que lorsqu'on leur donne la possibilité, et les lois leur donnent cette possibilité, mais on a la chance les 4 dernières années ou les 5 de vivre dans un régime où on n'a pas connu cela. Jusque-là. Tu sais, quand je dis jusque-là. Jusque-là, on ne sait pas où est-ce que ça va, jusqu'où ça peut aller. Jusqu'où ils peuvent aller. Oui. Mais jusque-là, je crois qu'on peut saluer la volonté du gouvernement actuel parce qu'ils nous ont laissé libre champ. Et c'est pour cela que moi, Arsène Toungali, je vais plutôt vers les citoyens pour leur dire, les amis, ou les chers concitoyens, si nous voulons garantir un Internet qui ne sera pas régulé ou censuré par le gouvernement, rassurons-nous que nous l'utilisons bien. Parce que lorsque le gouvernement qui est en charge de la sécurité des citoyens, lorsqu'un gouvernement responsable trouve qu'il y a péril dans la demeure, lorsqu'il sent qu'il y a une certaine déviation, il sera obligé de prendre ses responsabilités. Et parmi ses responsabilités, c'est celui de garantir un environnement qui est sécurisé, un environnement où il n'y a pas la haine, où il n'y a pas la propagation de la haine, où il n'y a pas la propagation, où les gens se sentent en sécurité. Si nous continuons à garder l'écosystème numérique, notre utilisation des technologies numériques dans le bon, le gouvernement n'aura aucune raison. Et moi, je serai de ceux-là qui marteleront toujours. La population, prenons nos responsabilités. Et au gouvernement de prendre ses responsabilités, mais je n'encouragerai pas le gouvernement à aller dans le côté de la censure, parce que ce sera une violation des libertés des citoyens. Mais encore une fois, je me dis, si la population congolaise devient assez mature et qu'elle comprend que c'est nous qui pouvons amener le gouvernement à pouvoir censurer, nous n'allons pas y arriver. C'est les NNP Podcast spécial élection où la politique devient passionnante. Durant cette période, peut-être on va revenir encore à Arsène. Comment les électeurs peuvent se protéger des fausses informations liées aux élections? Parce qu'il y en a eu tellement. Jonathan, comment on peut se protéger de tout ça? Parler de la protection, je crois, avant même de parler de la protection, je veux peut-être revenir encore sur ce que Arsène était en train de dire, la vérification de faits et la lutte contre la désinformation. Je crois que les gens ne sont pas suffisamment informés sur cela. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire aux gens, je crois que pour ceux-là qui vont à l'université et tout, ils devraient aussi commencer à donner ces genres de leçons pour faire en sorte que ceux-là, parce que si on va par exemple sur Instagram, on a une audience qui va de 18 à 35 ans. Ce sont des personnes qui sont hyper connectées et si elles ne sont pas informées sur certaines choses, il y a toujours des problèmes qui vont commencer à tomber dessus. Je suis bien sûr parti voir à quoi pouvait ressembler la page de la CENI. Et c'était un album photo, en fait, où il y a plus de réunions, où on se dit, bon, ok, messieurs est parti voir tel. Et bien sûr, certains communiqués où on parle de fake news, par exemple, pour dire que non, ce que vous avez entendu n'était pas vrai. Mais est-ce que c'est ça vraiment la finalité? Parce que quand moi, j'essaye par exemple de faire un plan pour un client, je me dis, bon, avant que les élections n'arrivent, qu'est-ce que nous allons faire? OK? Jusque-là, je crois qu'on est à quelques jours du vote, mais il n'y a pas de contenu pour informer les gens comment voter, comment faire ça et ça. J'ai vu une vidéo sur l'utilisation de la machine à voter. Ouais, mais ça, c'est sûrement... Elle devrait être véhiculée, je suis d'accord. Voilà, être véhiculée. Et il faudrait aussi penser à des infographies, voir comment... Je crois que si on devrait beaucoup plus miser, parce que moi, mon petit frère qui est né il n'y a pas trop longtemps, va voter. Vous voyez? Il y a toute une nouvelle génération de personnes qui sont hyper connectées et qui vont se confronter à cette nouvelle réalité sans pour autant les cibler là où ils sont. Vous voyez? Et qui sont nourris de fausses informations. Malheureusement. Oui. Malheureusement. Et ces fausses informations-là, comme Arsène l'a dit, viennent des personnes mal intentionnées. Mais pour nous qui sommes hyper connectés, qu'est-ce que nous faisons? OK? Ça serait ça la question. De savoir si on doit créer, par exemple, des contenus. Aujourd'hui, en RDC,
il y a plusieurs personnes qui se penchent sur ces côtés-là, mais les solutions ne sont pas vraiment mises en place. Pour quelqu'un qui est hyper connecté, je ne veux pas mettre mon affiche en cours de route. Je veux, par exemple, faire des campagnes publicitaires pour montrer, par exemple, que non, si vous êtes victime... J'ai d'ailleurs salué l'intervention de Arsène dans l'une des conférences dans laquelle j'ai participé, où il était en train de parler de la loi du code du numérique, où il était maintenant possible de traduire certaines personnes en justice. Vous voyez, il y a toute une panoplie de choses qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir faire en sorte que ça soit un milieu safe pour les gens. Et donc, il faut qu'au-delà de ça, qu'il y ait maintenant cette possibilité-là de vulgariser. Que ça soit accessible à tout le monde. Que ça ne soit pas parce que Arsène est dans le milieu et que les quelques personnes autour de lui sont informées et ça s'arrête là. Vous voyez ? C'est même ça le défi. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles accèdent, disons, l'application TikTok a une connotation négative dans notre pays. On est d'accord, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le type de contenu que la plupart de personnes publient là-bas n'est pas un contenu éducatif. Et pourquoi est-ce que nous pensons que c'est ça la majorité du contenu qu'il y a? C'est tout simplement parce que c'est ce type de contenu que nous aimons. Et qui attire le plus de vues, le plus de likes, et qui devient viral. Parce que lorsqu'un contenu est beaucoup plus suivi, il devient viral. Et on aura tendance comme si c'est ça le seul contenu qui existe. Et c'est ça ce qu'on vous propose, en fait. C'est ça, l'algorithme cherche d'autres types de contenus similaires pour vous proposer. Pour nous proposer. Et donc, si nous voulons assainir notre milieu, des contenus comme les contenus que NNP propose devraient être virales. Parce que c'est ça qui permettra à tout le monde de pouvoir... Donc, dès que tu es en train de slide sur ton application, tu retrouves quel contenu. Et donc, ça doit être des contenus qui sont plutôt éducatifs, plutôt que du contenu qui est malsain, ou bien du contenu qui n'est pas éducatif. Et ce sont les outils que et les candidats aux élections et le gouvernement devraient promouvoir. Parce que c'est ça qui leur permet, n'est-ce pas, de pouvoir véhiculer des messages. Il l'a dit, la page Facebook de la CENI, quel est le contenu? À part être un album photo pour dire le président de la CENI a rencontré telle délégation est venue visiter la CENI, mais est-ce qu'ils mettent l'information qui prépare les électeurs à aller voter? Est-ce qu'ils mettent du contenu régulier qui permet aux citoyens congolais de s'informer sur comment même lutter contre les fake news? Comment est-ce que nous pouvons garantir un processus électoral qui est ouvert, transparent et accessible à tous. Donc, c'est ça le type de contenu qui devrait être véhiculé sur nos différentes plateformes. Et même l'éligibilité. Voilà, qui peut élire, qui ne peut pas élire. Qui peut se présenter comme candidat, qui ne peut pas se présenter comme candidat. La loi électorale parle de toutes ces questions. Mais la loi électorale, moi si je pouvais être ou conseiller le chargé de communication de la CENI, ça aurait été, par exemple, lui dire, la loi électorale, est-ce qu'on peut produire ça en infographie? Les différents articles de la loi électorale, est-ce qu'on peut transformer ces articles-là en infographie et en faire une large diffusion sur les réseaux sociaux? Exact. Cela nous permettrait d'avoir un contenu qui est capable de pouvoir informer. Au lieu de demander à toute la population, la loi électorale est sur le site de la CENI, elle est téléchargée. Tout le monde n'a pas les capacités de comprendre la loi. D'une manière beaucoup plus pratique, Arsène, tu as ton petit frère qui, pour cette année, c'est sa première expérience en matière de vote, en matière d'élection. C'est quoi le conseil que tu donnerais à ton petit frère sur comment sélectionner les informations, mais aussi quelle perception avoir sur les élections à venir? Moi, je crois qu'à ce jeune frère qui voudrait aller voter pour la première fois, moi, je ne peux que l'encourager déjà à n'accepter aucune barrière. Déjà, c'est un devoir et c'est un droit d'aller aux élections. C'est un droit qui est donné à toute la population congolaise. Et donc, ce jeune frère qui m'écoute maintenant devrait se rassurer d'aller exercer pour la première fois ce devoir ou ce droit civique d'aller aux élections pour voter les dirigeants de son pays. Alors, face à tout ce qu'il peut avoir comme découragement,
face à tout ce qu'il peut avoir comme contenu qui ne l'incite pas à pouvoir y aller, face au type de candidat qu'il a en face de lui qui ne le convainc pas, face au type de candidat qui véhicule des messages qui ne sont pas enclins à pouvoir l'encourager à aller voter. Moi, je crois qu'il faut l'encourager et continuer à le motiver afin de lui dire qu'importe ce que tu vois, rassure-toi que tu vas réaliser ton devoir et cette responsabilité que tu as en tant que citoyen congolais d'aller vers les élections. Moi, je crois que c'est le message et qui devrait suivre et se rassurer qu'il est en train de suivre les bonnes personnes, qui lui donnent les bonnes informations et qui lui permettent d'aller et être en mesure de pouvoir avoir accès à la bonne information, si on peut dire ça comme ça. D'une manière générale, Arsène, s'il faut voir que ce soit aux côtés de l'État et ses organes techniques, que ce soit les candidats, que ce soit aussi les électeurs, comment on peut dire la technologie est en train d'être utilisée? Je crois qu'on retourne un peu en arrière, mais je crois que c'est une sorte de vue globale sur tous les niveaux. Comment cela est en train de se passer, peut-être avant de conclure et finir ces podcasts. Alors, je crois que chacun a une responsabilité. Je crois que tout le monde a une responsabilité. Et si on veut, on peut la catégoriser, le rôle du gouvernement. J'en ai parlé à un moment, le rôle des élus ou des candidats. Ils ont un rôle, mais il y a un rôle aussi du côté des électeurs. Mais il y a aussi le rôle, quand on parle du gouvernement, c'est là qu'on voit la structure technique du gouvernement en charge des élections, c'est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Et donc, celle-ci, comme on l'a dit tout à l'heure, devrait se rassurer qu'elle est en train de communiquer suffisamment par rapport aux questions liées à la loi électorale, afin que la population soit informée. Et la meilleure façon de communiquer, Jerry, je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que tu as suivi la radio FM. N'est-ce pas? Je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que tu as suivi la RTNC télé. C'était peut-être pour essayer de voir si les images devenaient aussi claires qu'on le disait. Mais moi, je n'ai pas encore vérifié ça. Voilà, c'était juste une parenthèse. Mais ça, c'est pour dire les institutions de l'État ne devraient pas que communiquer par la radio ou la télé. Parce que là, si tu suis les infos à la RTNC, c'est vrai, tu as une grande partie de l'information concernant le pays. Mais la plupart de la population, ou les jeunes en majorité, c'est plutôt sur Internet. Ils sont plus sur Internet que sur la radio ou la télé. Ce serait ça le canal principal de communication que devrait utiliser le gouvernement et ses services techniques. Le ministre des Communications a toujours son briefing et tout qui passe à la RTNC. Mais il devrait aussi se rassurer que c'est passé en live, par exemple, sur les plateformes digitales. Comme ça nous permet, nous qui sommes dans nos bureaux, d'être en train de suivre sur nos téléphones ou sur nos écrans. Ça, c'est... Et du côté de la CENI, communiquer au travers des réseaux sociaux. Mais les candidats qui m'écoutent devraient se rassurer qu'ils sont en train de communiquer, effectivement, non seulement parler de leur projet, non seulement parler d'eux-mêmes comme candidats, mais essayer de donner l'information de manière générale par rapport à ce qui se passe dans le pays. Parce que le bon candidat, je crois, c'est celui qui connaît et qui maîtrise la réalité du pays, l'actualité du pays, et qui peut aider à véhiculer des informations par rapport à ce qui se passe, afin d'informer ses électeurs, mais également de les préparer à la réalité qui est en train de se passer. Et donc, les candidats devraient utiliser la technologie pour faire la promotion de leurs projets. Parce que je me dis qu'il faut qu'il y ait une offre politique différente. Exact. Et l'offre politique différente, c'est celle où les candidats sont réellement en face de leur population ou bien de leurs électeurs. Ils peuvent le faire dans les réunions qu'ils font en masse, dans les publics, mais ils peuvent le faire également sur les réseaux sociaux afin de tenir leurs électeurs informés par rapport à leurs projets, mais également par rapport au plan, les projets actuels, mais également les projets futurs. Ça, c'est du côté des candidats. Mais la population également devrait être exigeante. Ces candidats-là qui ne vous parlent pas de ces projets, ces candidats-là qui ne communiquent pas avec vous régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas la bonne personne. Parce que si on doit parler des candidats députés, les députés, leur rôle, c'est celui de plaider pour la cause de la population. Mais les députés ne seront pas là juste pour informer, mais devront recevoir le feedback.
Exact. C'est pas pour rien que les réseaux sociaux ont la possibilité de recevoir les réactions. Les interactions. Un député qui communique mais qui ne réagit pas à vos commentaires ou un candidat n'est pas la bonne personne pour vous. Parce que ce sera juste quelqu'un qui vous dira « voici ce que nous allons faire », mais qui n'aura pas le temps de collecter ce que vous voulez qu'il puisse faire. Donc cette interaction devrait être faite et les électeurs vont être exigeants. C'est rassurer que les candidats sont en train de communiquer réellement avec eux, qui communiquent par rapport à leurs projets, par rapport à leurs ambitions, mais également par rapport à leur personne. Les candidats, ils vont le faire, mais ils peuvent oublier parce qu'ils sont embrouillés par le terrain. C'est comme ça qu'on le dit. Mais les électeurs devront être exigeants pour leur dire, ça fait longtemps que tu n'as pas communiqué avec nous. Nous voulons savoir qu'est-ce que tu penses de ceci, qu'est-ce que tu penses de ceci. C'est ça l'offre, la qualité dans l'offre que nous pouvons offrir aux électeurs. Je crois de manière générale ou sommaire, j'essaie de toucher les différentes catégories et la responsabilité pour eux dans l'utilisation de la technologie pour promouvoir la démocratie. Enfin, Jonathan, est-ce que tu as une idée de comment on peut utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir la transparence et l'intégrité du processus électoral? En un seul mot, dans notre domaine, on dit « content is king ». Les contenus, comme Arsène l'a dit, c'est une possibilité d'offrir à des personnes qui sont hyper connectées cette possibilité d'avoir accès à une transparence. Vous voyez, il y a par exemple des sondages qui sont effectués en ligne. Et sur ces sondages, moi, je suis tombé... D'ailleurs, il y a certains candidats à Goma que j'ai connus grâce à un sondage en ligne. Je ne m'attendais pas à ce que ces personnes-là soient candidates à ces élections. Mais grâce à ça, j'ai su voir que non, voici leur projet, voici ça et ça. Et quand on parle de la transparence, je crois que la meilleure des manières, c'est de montrer aux gens ce qu'ils doivent d'abord attendre de ces personnes-là. Arsène l'a dit, sur les contenus, par exemple, il y a les foires aux questions, vous voyez, où on peut vous poser des questions et vous répondez. Je crois que même au niveau de ceux-là qui s'occupent de la communication de certaines personnes, ils n'arrivent pas à rentrer dans les profondeurs pour se dire, bon, ça peut nous aider à amener les gens à comprendre un sujet X ou bien Y. Donc, à leur niveau, je crois qu'il faudrait beaucoup plus leur donner la possibilité de comprendre comment ça se fait ailleurs. C'est d'ailleurs quelque chose que NNP est en train de faire, comment ça se fait ailleurs, et adapter à ces processus électoraux que nous sommes en train de vivre pour arriver à créer un espace où toutes ces choses-là ne seront pas que des choses dites, mais plutôt des choses que l'on arrive à vivre. Et c'est là que je dis créer du contenu éducatif, répondez aux gens, donnez-leur une possibilité de croire en vous, malgré tout ce qui se raconte avec la désinformation et tout le reste. Et je crois que c'est la meilleure des manières d'arriver à remporter quelque chose avec ces élections ici. Et peut-être pour finir, Arsène, c'est qu'on a, depuis, ça va faire la deuxième élection où on est en train d'utiliser la machine semi-électronique. Quel défi, opportunité liées à ces machines-là? Qu'est-ce qu'on peut savoir de l'intégrité ou de la facilité qu'apporte cette machine? Côté intégrité, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je suis partie prenante de ces élections ici. Et donc, c'est la seule possibilité qui nous est offerte. Ça me rassure encore un tout petit peu parce que c'est semi-électronique. Semi-électronique, ça veut dire qu'il y a un peu de manuel, un peu d'électronique. Ça m'aurait inquiété beaucoup si c'était du purement électronique. Parce que je ne pense pas qu'on soit déjà à ce niveau dans le pays pour garantir l'intégrité des élections qui se passent essentiellement en ligne ou de manière électronique. Et donc, comme c'est encore semi-électronique, je crois qu'on va y arriver et je crois que je peux faire confiance. Alors, par rapport à la facilité d'utilisation, c'est là que je dis encore une fois, la CENI devrait communiquer régulièrement et sérieusement par rapport à cette question-là. Parce que les parents devraient savoir comment s'y prendre.
ceux qui sont jeunes devraient savoir comment s'y prendre. Les quelques vidéos que nous sommes en train de voir circuler devraient être véhiculées. C'est le type de contenu que nous devrons relayer très régulièrement et très, très, très régulièrement. Parce que tout le monde devrait savoir comment ça va se passer. Lorsque tu entres dans le bureau de vote, on vérifie ta carte. Tu vas à l'étape suivante. Tu viens devant la machine, tu vas choisir le président de la République. Tu vas choisir les députés nationaux. Tu vas choisir les députés provinciaux. Enfin, tu vas choisir les conseillers communaux. Ce sont les 4 étapes. Les élections de 2018, c'était juste 3 options. Maintenant, ça fait 4 options. Et tout le monde devrait être préparé par rapport à ça afin de se rassurer qu'on ne passe pas beaucoup de temps devant la machine, mais qu'on y va et qu'on finit rapidement pour entrer et laisser la place aux autres. Parce que les élections se passent dans une seule journée et on devrait se rassurer que tout le monde est passé. Moi, le message que je peux lancer à tous les électeurs, c'est de se rassurer d'aller voter. Quittons nos maisons le 20 décembre, allons au centre de vote, allons voter pour la destinée de notre pays. En tout cas, merci beaucoup pour ces call to action. Et je crois que c'est notre call to action pour le NNP spécial élection sur les contenus que nous sommes en train de produire ici. C'est que on peut sous-estimer notre voix, mais il faut savoir que c'est de l'or. Oui. C'est l'opportunité de s'exprimer sur qui est-ce qu'on veut comme dirigeant. Je ne sais pas si, Jonathan, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on ne puisse conclure avec ces NNP podcast spécial élection. Quelque chose à ajouter. Je pense qu'on a parlé un peu de tout. Et ce que je voudrais que les gens comprennent est que sur les réseaux, j'ai vu certains communiquer sur les réseaux, mais ça va au-delà du simple fait de poster, vous voyez ? Il y a une relation de proximité qui doit se créer. Et c'est là que vous voyez, il y a par exemple des personnes qui vont sur les réseaux pour donner leurs commentaires et qui ont un avis beaucoup plus, je dirais, encourageant, venant soit du propriétaire de la page ou de quelqu'un d'autre. Et c'est ça, sur Twitter, je ne suis pas trop actif là-bas, mais j'essaye quand même de voir comment les gens font. Et je me dis, si on arrive à savoir que le milieu est safe, là où le gouvernement et toutes les autres parties se décident de mettre quelque chose pour que ça soit vraiment safe, je crois que ça va nous aider à nous tous pour pouvoir se dire que non, si je suis en train de chercher une information, je peux cliquer sur un site web ou peut-être sur une page quelconque et j'aurai les infos que je suis en train de chercher. Ça serait plutôt intéressant. Et donc, si eux, ils arrivent à mettre en place un système où on arrive à comprendre que les réseaux sociaux, c'est pas seulement du fake, parce que moi, j'en souffre. Avec ma grand-mère, chaque fois que je rentre à la maison, je dois lui dire non, c'est du fake news, vous voyez. Donc, pour moi, je crois que ça serait vraiment avantageux de savoir que les gens... Bien sûr que le taux ne sera pas aussi élevé, mais quand même, je saurais que sur les 3 ou 5 infos qu'elle m'a passées le soir quand je rentre à la maison, il y a par exemple 1 ou 2 qui ne sont pas vraies, vous voyez. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à Arsène avec ton agenda super chargé. Quelque chose peut-être qu'on n'a pas eu à annoncer au début de cette émission, c'est que malgré son agenda surchargé en tant que candidat à la provinciale, nationale, Arsène Tungali a accepté de venir partager son expérience en matière de numérique avec nous. Nous sommes très reconnaissants de ces temps-là. N'hésitez pas à visiter ces pages pour savoir c'est quoi son combat, qu'est-ce qu'il aimerait changer dans les jours à venir et voir si c'est le candidat idéal pour vous et faire votre choix. Donc, merci beaucoup Arsène pour votre temps. Merci beaucoup NNP pour l'opportunité. Merci à la population de Goma. Merci à toutes les personnes qui vont nous suivre. Donc, c'est comme ça qu'on finit cette NNP podcast où nous avons discuté sur la technologie au service de la démocratie en République démocratique du Congo. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec un autre épisode du NNP podcast spécial élection. À plus. Vous cherchez une dose d'informations sur les enjeux électoraux en RDC? Ne cherchez plus loin.
Car quelque chose se prépare chez Nyiragongo Goma Production. Vous croyez à l'impact des élections sur notre cher pays? Nous aussi. C'est pourquoi nous lançons les NNP Podcasts spécial élections. Une plongée captivante dans le monde des élections en RDC. Attendez-vous à des discussions explosives avec des experts, des histoires intrigantes et des infos que vous n'attendrez nulle part ailleurs. Nous voulons armer notre communauté avec la connaissance nécessaire pour décoder les enjeux électoraux. Marquez vos calendriers. Rejoignez-nous chaque semaine en décembre pour un rendez-vous avec la démocratie. Abonnez-vous dès maintenant à NNP Podcast sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer. Parce que comprendre les élections peut aussi être amusant, restez à l'écoute, restez engagés et préparez-vous à être éclairés. C'est les NNP Podcasts spécial élections où la politique devient passionnante.